Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un film maudit. Une histoire de possession démoniaque. Un tournage perturbé par de nombreux incidents troublants. On va se pencher sur le cas d'Abby, une contrefaçon de l'Exorciste que la Warner Bros a fait interdire et même disparaître de la circulation. Lorsqu'Abby est sorti le 25 décembre 1974, ses producteurs lui prédisaient une belle carrière dans les salles obscures. Le film allait certainement rester à l'affiche quelques mois dans les cinémas de quartier, juste le temps de générer de quoi le rendre rentable et embrayer sur une suite. Plus tard, Abby aurait sûrement connu un second souffle sur les étagères des vidéoclubs, devenant une série B classique que les fans d'horreur se seraient conseillés. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Lorsque la Warner Bros a découvert l'existence de ce film de possession, la carrière d'Abby a été stoppée net. Le studio qui venait de sortir l'Exorciste tout juste un an avant a vu rouge. Quelqu'un de chez Warner a découvert le film produit et réalisé par William Girdler et a crié au plagiat. Selon les responsables du studio, Abby n'était rien d'autre qu'une copie plan par plan de l'Exorciste. Et ils en étaient tellement convaincus qu'ils ont intenté un procès à la production de ce petit film d'horreur fauché. Un procès qu'ils ont gagné. Le verdict en faveur de la Warner Brothers, ainsi que le fait que pendant de nombreuses années, la question de savoir qui détenait réellement les droits du long métrage est resté un mystère, a eu pour conséquence de faire purement et simplement disparaître Abby de la circulation. Plus de copies en salle, pas de sortie en vidéoclub, ils étaient parvenus à faire désexister le film au point que certains ont longtemps cru que tout ça n'était qu'une légende. Pendant des décennies, il a été très compliqué de voir le film. Mais heureusement, Internet est arrivé et l'apparition de YouTube a ressuscité Abby. Quelqu'un a mis le film en ligne, le rendant désormais visible de tous. Mais était-ce vraiment une idée raisonnable? Parce que lorsqu'on est superstitieux, il y a de quoi se méfier. Après tout, la comédienne qui joue la jeune femme possédée a raconté que le tournage avait été ponctué d'événements troublants. Selon Carol Speed, certains membres de l'équipe du film seraient tombés gravement malades durant la production et plusieurs tornades se seraient abattues simultanément sur la petite ville où Abby était tournée. Alors, s'agit-il donc d'un film maudit? La sulfureuse histoire de ce long métrage mérite-t-elle que vous passiez 1h30 de votre temps à le regarder? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Le film commence par un générique très funky. D'entrée de jeu, Abby s'impose. Ce sera un film branché, ce sera un film cool, ce sera un film de blaxploitation qui fera tout pour nous faire kiffer. La première séquence est centrée sur le docteur Garrett Williams, un prof qui est aussi un prêtre, interprété par le toujours très stylé William Horace Marshall, que l'on découvre ici en train de pique-niquer avec quelques-uns de ses étudiants. Il leur explique qu'ils auront un professeur remplaçant pour leurs examens, ce qui amène l'une de ces jeunes étudiantes à regarder droit dans la caméra et à prononcer avec malice la phrase suivante. No substitute for you, Dr. Williams. You're the real thing. That's very nice of you, Robin. Alors on découvre dès lors que ce sera aussi un film qui n'hésitera jamais à provoquer le malaise avec des situations gênantes. Parce que, bon, soit on a affaire à une fille qui essaie de cirer les pompes de son prof pour avoir de bonnes notes, soit on est sur une tentative de drague lancée par une jeune femme, peut-être pas encore majeure, qui tente de séduire un prof qui a l'air suffisamment vieux pour être son grand-père. Et même si cet homme est très stylé, parce que c'est William Marshall, soit la star de Blacula le vampire noir et de sa suite, bah c'est quand même un peu perturbant. Mais ce n'est que le début. L'un des principaux arguments de la Warner pour faire interdire Abby était de pointer du doigt le fait que les personnages principaux au centre de ce film et de l'Exorciste étaient toutes deux des meufs possédées par le démon. Et c'est pas faux. Mais la nature de l'entité démoniaque change radicalement le ton du film. Ici, le démon n'est pas Pazuzu, mais Eshu, un esprit ouest-africain qui est particulièrement lubrique. Bref, reprenons. Il s'avère que la raison pour laquelle le docteur / prêtre Garrett Williams doit se faire remplacer, c'est parce qu'il doit aller faire de l'archéologie au Nigeria. Il cherche la sépulture d'Eshu qui, selon ses sources, est un dieu malfaisant qui s'amuse à tourmenter les humains en semant le chaos. You know, with a little luck, I'll soon be visiting a cave in Nok, where the Eshu cult used to practice their rites hundreds of years ago.
Ben and I, for the last 2 days, have been researching the Yoruba religion in Nigeria, and we've learned a lot. You know, I've been researching the Yoruba religion in Nigeria for several years now. And I'm just now beginning to realize how little I know about it. Eshu became the god of sexuality. Eshu the trickster, creator of whirlwinds, chaos. Alors, j'ai appelé internet et j'ai vérifié. Eshu existe et il a été vénéré en Afrique, au Brésil, à Cuba et à Haïti où il est lié au culte vaudou. Mais la plupart des croyances qui l'entourent le décrivent comme étant une divinité plutôt sympa, un dieu qui prône l'amour et la bienveillance et protège ceux qui lui font des offrandes. Ce sont en fait les colons européens qui ont tenté de le faire passer pour un ersatz de Satan, le décrivant comme un démon trompeur et baignant dans la luxure dans l'unique but de convaincre la population locale d'adhérer au christianisme et de se détourner de ses propres croyances. Sale histoire. Bref, notre éminent professeur a tout faux et le scénariste aussi. La séquence suivante nous propulse dans une grotte au Nigeria, qui pourrait tout aussi bien être une grotte de la forêt de Fontainebleau, puisqu'on n'en voit jamais l'extérieur. Grotte à l'intérieur de laquelle notre professeur trouve une petite boîte avec des gravures dessus. Et grâce aux symboles présents sur la boîte, notre archéologue et homme d'église est presque sûr que c'est ce qu'il cherchait. Après tout, n'y a-t-il pas un énorme pénis en érection gravé sur ce coffret? Alors ça, j'ai checké, ça fait effectivement partie des attributs d'Eshu dans la vraie légende de la vraie vie. L'accessoiriste n'a donc pas gravé une tub sur une boîte de façon totalement random. Bref, notre explorateur est curieux, trop curieux même puisqu'il décide d'ouvrir la boîte permettant ainsi au démon de s'en échapper. Let's find out how to open it. Could you hold that light a little closer, please? Yes. Cool. On retourne aux États-Unis où on nous présente le fils du professeur. Emmett Williams, qui est joué par Terry Carter, est également curé et il est aussi marié à Abby Williams, une femme bien sous tout rapport, une compagne aimante qui n'a jamais un mot plus haut que l'autre et que tout le monde apprécie. Emmett et Abby emménagent dans une nouvelle maison avec le projet de commencer une nouvelle vie, de fonder une famille et d'y couler une existence paisible. Et c'est un beau projet, mais malheureusement pour eux, on est dans un film d'horreur. Du coup, leurs plans ne vont pas tout à fait se dérouler comme ils l'imaginaient. À la nuit tombée, alors que les Williams sont sur le point de s'endormir, leur chambre commence à s'agiter. Les portes claquent, les objets vibrent, c'est la foire au poltergeist et l'enfer se déchaîne. Un sacré bordel qui réveille Emmett, mais pas Abby, qui pense lorsqu'elle émerge enfin qu'Emmett l'a juste réveillée pour faire crac-crac. Something fell and woke me up. And you woke me up, so we're even. Abby, I didn't slam the door. Didn't you feel the cold wind? Sure, honey, shaking and wind. Is that why you woke me up? Well, I want you to know that's a pretty silly excuse just 'cause you want to have some fun. Come here. Mais le lendemain, les choses commencent à se corser. Déjà, dans la douche, il se passe un truc. J'ai pas bien compris si c'était supposé être excitant ou flippant, mais perso, j'étais pas très à l'aise. Et puis, après cette douche bizarre, Abby se retrouve piégée dans la cave et se fait attaquer par Eshu, alors qu'elle voulait juste faire la lessive. Emmett? Emmett! Emmett!
À partir de là, tout va de mal en pis pour Abby qui devient possédée. D'abord, elle se blesse volontairement en préparant à bouffer. Ensuite, elle pique une grosse crise à l'église. Come on now, you just need to get some fresh air. Come on now, you'll be all right. Come on now. Et après, elle commence à distribuer des gifles à des gens qui ne l'ont pas forcément mérité. Come on and play, baby. Here we go round the merry-go-round, the merry-go-round, the merry-go-round. Here we go round the merry-go-round. Merry-go-round, merry-go-round, merry-go-round. Et elle essaie d'obliger son mari à coucher avec elle, alors qu'a priori, il est pas hyper chaud pour faire ça là, maintenant, tout de suite avec elle, surtout si elle parle avec la voix de Garou. You wanna fuck Abby, don't you? Abby, stop it. I don't know why you're doing this to me. I'm gonna show you what a real marriage ceremony is. You are gonna love and obey me. Fuck the honor. Trop, c'est trop pour Emmett, qui appelle les urgences. On finit par placer Abby en HP, mais Emmett réalise que les médecins ne peuvent rien faire et que le problème est d'ordre mystique. Il appelle donc son père, le prêtre archéologue, à la rescousse. William Marshall prend le premier avion pour venir en découdre avec le démon. Alors, par contre, après l'atterrissage, le professeur décide plutôt que d'aller voir Abby à l'hôpital, de se rendre au domicile du couple. Mais c'est pas grave parce que Abby s'échappe justement de l'hôpital et rentre au bercail. Arrive alors le premier affrontement entre Abby la possédée et William Marshall. D'abord, Abby le chauffe grave. Et comme ça ne marche pas, elle est contrariée et ça part en baston. You son of a bitch! Who do you think you're looking at? Dr. Williams? I am addressing directly the force that holds this woman's spirit captive. Hear me, demon. Leave this woman's body. Leave her body and go! I'm not going anyplace. 'Cause I'm not through with Abby yet. You have no powers over what I do. I've had enough! Father! I'll let you know when I'm ready for you. And then I'm going to get your ass. Of the God I choose! I appeal to the majesty of the God I choose! Emmett! Emmett!
William Marshall est parvenu à arrêter le festival Son et Lumière déclenché par Abby et a désormais la certitude qu'elle est possédée. Mais pour l'exorciser, ça va être compliqué parce que Abby elle a disparu. En fait, elle est au bar en train de draguer. Étant donné que l'actrice Carol Speed était plutôt très jolie, Abby ne galère pas trop pour pécho. Et quand elle y arrive, elle emmène sa proie dehors et l'assassine. You have to be so damn religious about everything. Jesus. Don't you turn your head. No one can help you now. You're mine now. Mine! Mine! Pendant qu'Abby s'amuse, son mari, son beau-père et sa meilleure amie sont toujours à sa recherche, arpentant la ville en espérant parvenir à arrêter son déchaînement de violence avant qu'elle ne transforme tous les hommes de la ville en effets spéciaux de mauvaise qualité. Et lorsqu'ils la retrouvent, elle est en compagnie de mecs pas très futés. Abby s'apprête à exaucer leurs rêves les plus fous, mais son mari se précipite pour éviter le drame. Mais malheureusement, il ne fait pas le poids face aux mecs pleins de testostérone qui veulent montrer à Abby qu'ils sont très costauds. Emmett se prend une branlée, Abby se lâche, saccage le bar. I don't need you. I've got Abby! Et heureusement, William Marshall intervient. What do you think of my powers now? Not very much. Arrive alors l'exorcisme final, dans le bar, parce que pourquoi pas un exorcisme dans un bar? Father? Hold her firmly. Et pour être plus à l'aise, William Marshall va même changer de tenue. Now we three are sealed in the Christ-like. Hear me, Faker. I command you to vacate this body now. L'exorcisme en lui-même est vite expédié et bientôt Abby redevient l'épouse aimante que nous avions rencontrée au début, tandis que le démon, dont on découvre qu'il n'était peut-être pas échou, mais un copycat plot twist de malade, est vaincu et renvoyé vers les enfers. Alors voilà, je vous ai résumé Abby et je vais vous donner mon avis. Mais avant ça, parlons un peu de la légende qui entoure le film, cette histoire de tournage maudit. Des maladies étranges sur le plateau, des tornades qui tentent d'empêcher que le film soit tourné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En réalité, il semble que c'est l'actrice Carol Speed qui aurait décidé, pour susciter la hype à la sortie du film, de raconter à qui voulait bien l'entendre que le tournage avait été maudit, s'inspirant des rumeurs au sujet d'une malédiction frappant la production de L'Exorciste un an avant. Et d'ailleurs, selon Pat Kelly, beau-frère du réalisateur et accessoirement assistant de production sur Abby, tout est faux. Les gens de l'équipe qui seraient tombés malades sur le tournage, ils s'en souviennent pas. Par contre,
Il l'admet, plusieurs tornades ont bien frappé Louisville, la petite ville où a été tourné le film. Il ne s'est rien passé qui puisse être considéré comme surnaturel. Carol, et peut-être quelques autres, espéraient tellement qu'il se passe des trucs étranges qu'elles se sont certainement convaincues que nous étions maudits. Alors c'est vrai qu'il y a eu des tornades, mais elles ont frappé 10 États, pas juste Louisville. Donc si quelqu'un au paradis ou en enfer ne voulait pas que le film se fasse, il a un peu exagéré avec ces tornades. Alors, on en pense quoi de ce film? Perso, moi j'adore. J'aime beaucoup le cinéma de Blaxploitation et son côté toujours plus, malgré des moyens limités. Mais celui-ci va encore plus loin dans le n'importe quoi, en s'affranchissant de tout discours social pour vraiment partir dans l'épouvante et le grotesque. Un peu comme une BD d'horreur qui cherche juste à cumuler des séquences chocs sans jamais se prendre au sérieux. Je trouve qu'on s'ennuie pas une seconde et le film d'ailleurs avait bien marché en salle avant que la Warner ne le fasse disparaître. Pour un budget de 100 000 $, il en a rapporté 4 millions en seulement un mois d'exploitation en salle. C'est pas mal. Et puis, franchement, à part le fait que ça parle d'une femme possédée, vous trouvez vraiment que ça ressemble à l'Exorciste? La musique funky, le côté cool et l'ambiance pulp en font un film complètement différent. Et si vous voulez le mater en entier, foncez, comme je vous l'ai dit, il est sur YouTube, j'ai mis un lien dans la description. Et franchement, même si vous ne trouvez pas ça ouf, dites-vous que c'est quand même 1000 fois mieux que l'Exorciste Dévotion et bien plus divertissant. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci d'avoir suivi cette chronique jusqu'au bout. Si le sujet vous intéresse, j'ai fait une autre vidéo sur une fausse suite de l'Exorciste Made in Italy. Jetez-y un œil à l'occasion. On se dit à très bientôt ici ou ailleurs. Et en attendant, méfiez-vous des démons et des contrefaçons. C'était vraiment très intéressant.